c'est parti. Donc on va commencer puisqu'il est l'heure. Donc le principe pour vous rappeler, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de cette formule, donc on va bien évidemment se présenter tout à l'heure, mais donc vous allez nous entendre pendant 1 heure. Vous pouvez tout à fait, vous avez compris, intervenir par écrit et nous, on vous répondra par oral évidemment. Alors en fonction de ce qui les questions et les commentaires, on les prendra immédiatement ou bien on les regroupera un peu plus tard dans la conférence en fonction des questions et de ce qui va suivre. Donc on va démarrer cette séquence qui est un petit peu originale puisqu'elle est diffusée et enregistrée depuis l'École nationale supérieure de marine. Pourquoi? Parce que, on va l'intervenant qui fait partie de cette école, et on avait envie, pour une fois de partager avec vous, des choses qui existent dans d'autres univers. Je crois qu'on a tous à apprendre des autres secteurs d'activité qui ont beaucoup travaillé, et probablement avant nous, sur tout ce qui concerne les facteurs humains et on le sait donc ce sont des éléments déterminants. Alors avant de commencer, on va peut-être se présenter. Pour ce qui me concerne, je commence par moi, c'est pas très poli, mais c'est pour que vous c'est toujours moi qui anime ces conférences, donc c'est vrai que peut-être que ceux qui les suivent régulièrement me connaissent. Donc je suis médecin, je m'occupe de gestion de risque depuis très longtemps, et je m'occupe donc de l'animation de cette conférence pour la prévention médicale que j'ai rejoint après avoir travaillé en CHU il y a 3 ans. Donc je suis accompagnée par Jean-Pierre Cossaman qui va se présenter. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de facteurs humains et de la sécurité du travail d'équipe. Donc, je suis un ancien navigant de la marine marchande et par ailleurs je suis professeur à l'École nationale supérieure maritime depuis maintenant une vingtaine d'années et j'ai récemment passé un doctorat de psychologie cognitive pour améliorer mes compétences dans ce domaine. Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un livre qui s'appelle La conduite du navire marchand. Voilà, donc si quelqu'un... est très bien. On y aborde plein de choses concernant la marine marchande, mais qui sont complètement transposées à la santé. Et il faut savoir aussi peut-être le dire, pour ceux qui connaissent le professeur René Malberti, que Jean-Pierre est aussi fait partie des gens qui ont suivi René. Oui. Pas mal. Donc voilà, donc on est tous un peu ses élèves. Et on lui rend hommage puisqu'il a fait sa retraite, mais on ne l'oublie pas. Alors, on va y aller. Donc, en fait, on sait maintenant depuis déjà quelques temps, parce qu'on en parle beaucoup depuis déjà un moment, que finalement, au-delà des procédures, de tout ce qui concerne l'analyse des accidents et l'analyse des risques, de la gestion de risque a priori, il reste un élément déterminant dans la sécurité des soins qui est l'équipe et notamment le travail en équipe qui peut être un facteur de sécurité ou de risque. Donc ça, c'est vraiment un sujet que c'est presque de la bouteille à l'encre puisqu'on arrête d'en parler. Il y a quelques enquêtes un peu lointaines maintenant, mais qui vont, je vous rassure, être réactualisées bientôt, qui ont montré en fait la prévalence des événements indésirables graves associés aux soins, différents dispositifs qui maintenant font une obligation à tous de déclarer ces événements indésirables graves associés aux soins. Donc, pour quelques chiffres, mais je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà, puisqu'ils sortent des enquêtes EMENIS 1 et 2 et des bases d'accréditation des médecins. Sur 47 000 événements, comme vous le voyez, comme vous le disiez, les principales causes qui ont été identifiées comme générant des événements indésirables graves associés aux soins relèvent des dysfonctionnements qui sont liés à l'équipe. Et quand on regarde finalement dans ces causes liées à l'équipe, quelles sont ces causes? Eh bien, on voit bien que la communication interprofessionnelle est en cause majoritairement. Tout ce qui concerne l'alerte précoce pour essayer de récupérer l'anomalie, eh bien, c'est aussi un petit peu partie des causes prépondérantes. Sur la tâche à accomplir, bien sûr, il y a aussi. Et puis, il y a aussi des causes qui sont évidemment liées au patient. Alors, en marine marchande, on n'est pas le patient, mais nous, on l'a. Alors, c'est partie des choses qu'on verra comme un élément important aussi. Et le patient fait partie de l'équipe. Quand on regarde aussi, bien évidemment, ces causes liées à l'équipe, on voit bien aussi que la continuité des soins est souvent en cause et avec des ruptures dans cette continuité qui sont aussi le fait de la communication, de coordination, de modes de coordination qui sont défaillants, des erreurs d'évaluation d'une situation en termes de gravité, d'urgence, et puis il y a des choses qui sont liées au comportement, aux réflexes qui sont pas acquis et dans les différentes étapes de la prise en charge qui vont au final aboutir à un événement indésirable grave associé aux soins. Donc ça, ce sont des constats qui ne sont pas
qui ne sont pas les nouveautés, je pense, pour l'ensemble de ceux qui écoutent. Quand on regarde un petit peu, les caractéristiques, qu'est-ce qu'on appelle des équipes performantes? Alors j'ai trouvé ça, chez les Canadiens. Il y a plusieurs définitions. Les Canadiens en ont, la HAS en a aussi. Donc ça, c'est vous avez en bas, vous aurez regardez Déborah m'a proposé, il y a les références. Donc qu'est-ce que c'est qu'une équipe qui est performante? C'est une équipe qui travaille dans des conditions, d'objectifs clairs, de bonne communication. Alors on verra ce que c'est qu'une bonne communication. Une bonne coordination, on verra aussi, ce que c'est avec la synergie, comment elles observent des protocoles, comment elles ont aussi des mécanismes efficaces de résolution des éventuels conflits et on verra que c'est non neutre dans la santé particulièrement. La participation active aussi de tous les membres de l'équipe et je dis bien tous les membres et ça aussi c'est des éléments importants dans la coopération dans les équipes. Des équipes qui connaissent bien aussi que chaque contribution, les contributions de chacun, des membres est importante, qui encouragent aussi le développement de l'individu et de l'interdépendance et de la coopération dans l'équipe. Et puis, ils reconnaissent aussi, et ça c'est un élément important, que le travail en équipe, c'est meilleur que le travail individuel puisque c'est l'objet de la synergie, puisqu'on dit que la synergie c'est pas 1 + 1 = 2, mais 1 + 1 = 3. Donc ce sont des caractéristiques qui sont des définitions liées, aux Canadiens, mais les Français ont pas resté en reste. Donc la HAS, dont on s'inspire toujours, définit aussi la pratique du travail en équipe qui rassemble des professionnels qui ont autour d'un but commun et d'un objectif commun, qui recherchent des solutions afin d'améliorer la prise en charge des patients. Donc en collaborant, je n'ai rien enlevé, hein, je cite la HAS complètement, collabore avec d'autres acteurs, puisqu'on a bien sûr des interfaces nombreuses en santé avec, entre guillemets, nos prestataires de services, c'est-à-dire, la radiologie, la médecine de ville, les infirmières et les médecins collaborent aussi, les laboratoires, enfin, on a beaucoup d'interfaces. Des équipes qui malgré bien qu'elles soient dans des endroits différents de l'hôpital, bah, elles vont définir des objectifs communs, des responsabilités et des rôles précis et puis, nous, on a aussi le patient qui évidemment est au centre et qui est un élément de sécurité ou au contraire, d'insécurité. Donc on va devoir aussi informer pour qu'ils puissent comprendre et se prendre en charge. Voilà, c'était juste pour, un rapide, rappel, mais, ce sont des notions que bien évidemment, vous connaissez, tous, par cœur. Aujourd'hui, quand même, ça reste des préoccupations qui sont, assez connues. Alors, OK. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres univers? Je n'ai pas résisté en faisant un PowerPoint à présenter notre rond autrefois de la marine, c'était le France, donc je l'ai mis. Donc, on va essayer avec, Jean-Pierre de faire un petit tour, sur les fondamentaux finalement de c'est quoi ces problématiques d'équipe, de comportement. Donc, je vais lui passer la parole pour qu'il nous fasse un petit tour d'horizon sur ces facteurs fondamentaux. Merci Marie-Christine. Je reprends la souris. Alors, oui, pour parler d'équipe, il faut commencer par parler de l'individu, parce que si on travaille en équipe aujourd'hui, c'est que la tâche est trop lourde pour l'individu seul. Donc, je pense que vous êtes nombreux à connaître ce schéma dans lequel il y a en ordonnée le niveau de performance de l'individu et en abscisse la charge de travail, depuis la sous-charge jusqu'à la surcharge, en passant par une charge de travail optimale qui est en vert et une charge de travail élevée. Alors, voilà la courbe de performance de l'opérateur quand il répond à la sollicitation de l'extérieur. On le sollicite pour augmenter sa charge de travail, il répond par une performance plus importante. Et ce système fonctionne très bien jusqu'à ce qu'il ait atteint son pic de performance et à la suite de quoi, eh bien, la performance s'effondre brutalement. Donc c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait nuisible et qu'il faut éviter. Donc côté surcharge, eh bien, attention, quand on passe le pic de performance, on arrive en perte de contrôle. Et en revanche, quand on est en sous-charge, c'est-à-dire quand on n'est pas suffisamment sollicité par l'environnement, eh bien, on commet des erreurs de routine, des erreurs par faute d'inattention. Pour ça, on voit bien en santé, hein, quand la nuit, par exemple, où les gens sont en hypovigilance, on peut avoir des erreurs. Oui, oui. Et c'est pareil quand on est par exemple aux urgences, on a des afflux de personnes, la performance monte jusqu'à ce que justement on soit dépassé par la charge en fait. Hein. Donc on a bien les deux cas, c'est ce qui est tout à fait normal, puisque les opérateurs
sont soit dans la marine marchande, soit dans la médecine, les opérateurs sont les mêmes, tout simplement, sont des hommes. Alors, ici, on rajoute une autre courbe, qui est la courbe de gestion des ressources. Et ça, c'est une courbe qu'on a moins l'habitude de voir. Et cette courbe est intéressante parce qu'elle nous montre la disponibilité de nos ressources mentales. Alors, quand nous sommes en sous-charge, eh bien, nos ressources ne sont pas disponibles parce qu'elles ne sont pas mobilisées. C'est comme si vous aviez un moteur qui est complètement froid. Vous ne pouvez pas lui demander d'être performant. Et du côté de la charge de travail élevée, eh bien, on voit qu'après être passé par un maximum de disponibilité de ressources, ceci, elle chute brutalement parce que les ressources s'épuisent tout simplement. Parce que on donne tout, toutes les ressources sont données pour la performance et il ne reste plus rien. C'est comme si vous étiez sur une voiture, votre voiture est donnée pour 160 km/h, vous êtes à 155, vous appuyez sur l'accélérateur, il ne se passe plus rien. Donc c'est un petit peu la même chose. Alors, maintenant, on va mettre ça en regard des taux d'erreur et des taux de récupération. Ça, c'est quelque chose qui a été conceptualisé par René Amalberti. On a toujours cette courbe de performance, et puis je fais apparaître le taux d'erreur commise par heure. Alors, ceci est complètement indicatif. Il ne faut pas se baser dessus, c'est juste pour donner une idée. On voit que, alors, je vais faire apparaître également le taux de récupération des erreurs. En sous-charge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commet des erreurs, on commet un certain nombre d'erreurs par manque d'attention, mais spontanément, soi-même, on récupère une bonne partie de ces erreurs. Quand la charge de travail augmente, le moteur chauffe, le moteur devient chaud et on se retrouve dans notre zone de performance optimale, je ne dis pas maximale, je dis optimale, dans laquelle eh bien, on commet peu d'erreurs parce qu'on est suffisamment attentif à ce que l'on fait. Et puis, le gros avantage, c'est qu'en termes de récupération de l'erreur, eh bien, spontanément, on récupère soi-même quasiment 100% de toutes les erreurs que l'on commet en permanence. Parce que quand on produit du travail, on produit de l'erreur, donc on commet des petites erreurs en permanence. Là où ça se complique, c'est quand on arrive en charge de travail élevée. Comme on est très très concentré sur la tâche, eh bien, on va commettre peu d'erreurs. Ce qui est bien. L'envers de la médaille, c'est que toutes nos ressources sont consacrées à la tâche et on devient incapable de détecter l'erreur que l'on pourrait commettre. Et ce qui fait que le taux de récupération des erreurs est en chute libre. Donc, c'est une zone dangereuse. Évidemment, quand on passe en surcharge, eh bien, le taux des erreurs commises grimpe en flèche et on ne récupère plus rien du tout. On a vu ce stop des erreurs. C'est vrai que les éléments de récupération, c'est des facteurs très importants. Parce qu'on peut dire, bien sûr, qu'il y a l'erreur humaine, mais souvent, quand on voit les complications qui suivent, par exemple, une intervention chirurgicale, le fait de les récupérer précocement, ça c'est vérifié. Donc là, on peut être vraiment dans une zone qui vraiment va être dangereuse. Alors, justement, quand on manage un peu des équipes sur le soin ou chez le marine, qu'est-ce qu'on choisit alors? La performance la plus optimum ou alors la fiabilité maximum? Nous, on aurait plutôt envie de dire que c'est la fiabilité parce que c'est la sécurité pour le patient, etc. Et comment ça s'équilibre? Alors, effectivement, quand on travaille en équipe, on doit avoir un objectif commun. Et il convient de définir quel objectif pour chaque tâche. Est-ce que notre objectif est d'être le plus performant possible ou est-ce que notre objectif est d'être le plus fiable possible? Et évidemment, ça dépend de la tâche. Et si je me base en prenant des exemples médicaux, vous me permettrez de m'aventurer hors de mon champ de compétences, mais je pense que l'objectif prioritaire pour la transfusion sanguine n'est pas le même que l'objectif prioritaire pour Christian Barnard lors de la première transplantation cardiaque en 1967. Voilà, c'est juste pour illustrer cette différence-là. Alors, est-ce qu'on veut, pour le quotidien, pour la prise en charge dans la marine marchande, pour mener le navire d'un point A au point B avec sa cargaison en bon état,
est-ce que l'on veut une performance de ce type-là, c'est-à-dire une performance maximale et aléatoire, c'est-à-dire qu'à chaque mise en œuvre du système, on va chercher la performance maximale avec les risques que cela comporte, ou bien est-ce que l'on veut plutôt une performance suffisante pour satisfaire le système et une fiabilité maximale. Et comment est-ce qu'on définit la fiabilité maximale? On peut la définir comme la, la, la largeur de la fourchette du produit qui sort du système. Alors, oui, eh bien, un exemple. Si vous, quand vous achetez une voiture, vous voulez acheter une Volkswagen Golf, vous voulez qu'on vous livre une Golf. Donc, a priori, si de temps en temps on vous livre une Ferrari, c'est très bien. Mais ce que vous ne voulez pas, c'est qu'on vous livre une voiture défectueuse. Donc, un produit industriel, ce qui importe, c'est qu'on livre toujours le même produit en sortie. Et moi, personnellement, comme patient, si je vais à l'hôpital pour une intervention, j'aimerais bien être sûr de ce que l'on va me livrer comme produit. C'est un plancher minimum au-dessous duquel on ne devrait pas descendre. Voilà. Alors ça c'est vrai qu'on avait tenté pendant quelques années de faire un petit peu de la standardisation de la procédure pour permettre d'obtenir un seuil minimum de qualité. Pas top au niveau de la réussite, mais en revanche, aujourd'hui, on a quand même des pressions économiques qui font qu'on essaie de nous pousser vers la performance maximale et peut-être moins sur la fiabilité maximale. Oui, oui, alors ça, c'est un problème que l'on connaît bien, parce que le maritime est un système qui est en compétition, qui prend de plein fouet la compétition internationale. Et effectivement, on est poussé vers la performance maximale tout le temps. Mais quelque part, c'est à nous de résister. Mais c'est pas ça. Quand on est en transfusion, on est plutôt sur la partie moyenne, donc on doit pouvoir standardiser et ne jamais descendre en bas. Et puis quand on est chez M. Bernard, on est plutôt potentiellement au-dessus de la ligne, mais certainement pas en dessous. C'est ça que tu proposes. Ah oui, oui. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est avant que Bernard réussisse, on ne sait pas combien il a eu d'échecs. Donc voilà, mais aujourd'hui, dans le domaine maritime, ce qu'on nous demande, c'est plutôt ça. Ah ben nous, on a envie d'éviter aussi le IG qui se retrouve ce qui est en bas. Ben, bien sûr, voilà. Bien sûr. Ouais. Alors, pour fiabiliser l'activité, il est clair que la fiabilité passe par une bonne communication. Ça a été montré, ça a été prouvé dans l'aéronautique par l'expérience de Russell Smith en 1979. Il y avait 18 équipages d'avions de ligne et on s'est rendu compte que les erreurs qui ont été commises, c'était sur simulateur, hein, et les erreurs commises étaient dues à une mauvaise gestion des ressources, mauvaise gestion des priorités et des interruptions. Alors, on a bien fait. Oui, oui, et évidemment, ce n'est pas une surprise, on a exactement les mêmes en marine marchande, puisqu'on a fait des expériences sur 3 années avec nos équipages d'officiers en formation, et on s'est rendu compte que ceux qui ont évité les mauvaises performances, donc ceux qui ont évité les échecs, sont ceux qui ont maintenu une représentation partagée de la situation en communiquant et en sécurisant leur communication. Alors, c'est vrai que la représentation partagée d'une situation, c'est intéressant ce concept-là. Dans les équipes pluriprofessionnelles en santé, est-ce que tout le monde, dans une situation qui est dynamique, partage vraiment la situation? Est-ce qu'ils ont bien la même représentation d'une situation, notamment quand elle commence à évoluer et quand elle est dynamique? Alors, ça, on va en parler un petit peu plus tard quand on parlera du tandem pilote-commandant. Mais effectivement, deux intervenants qui n'ont pas forcément exactement la même profession peuvent avoir des objectifs, peuvent avoir des buts différents. Et évidemment, ça complique un peu les choses parce que quand on est dans une équipe, il faut qu'il n'y ait qu'un seul objectif et qu'un seul but. Et donc la communication aide à voilà, avoir un objectif commun. Aide à recentrer tout le monde sur l'objectif. On arrive du coup sur ces notions de synergie. Oui. Alors, les piliers d'une équipe synergique, eh bien, d'abord, un objectif commun, hein, on vient d'en parler, parce qu'il faut qu'on soit tous centrés sur le même objectif. Ensuite,
Pour emmener l'équipe vers cet objectif, eh bien, il faut un leader bien identifié et si possible accepté comme tel. Ensuite, il faut un mode de fonctionnement. Qui fait quoi dans l'équipe? Parce que les équipes sont formées d'individus qui n'ont pas les mêmes compétences, qui ont des compétences complémentaires. Et donc, il faut qu'on attribue les rôles à chacun. Et puis ensuite, il faut des adjoints qui soient motivés à soutenir le leader. Et c'est important parce que les adjoints sont des vecteurs de sécurité. Quand ils jouent bien leur rôle, ce sont des vecteurs de sécurité très importants. On verra plus tard que c'est pas toujours facile d'avoir des agents motivés qui sachent aussi interpeller le leader quand il n'est pas complètement dans la bonne direction. Absolument, c'est certainement la chose la plus difficile à faire. Parlons un petit peu du paradoxe de la synergie, puisqu'on nous parle de synergie. Ça signifie quoi? Eh bien, on a ici une équipe qui réalise une tâche technique. Et ici, on a une image de la fiabilité, hein, peu fiable, très très fiable. Eh bien, ce qui est paradoxal, c'est que si une équipe, alors ici on a la fiabilité d'une équipe qui consacre 100% de ses ressources à la tâche technique. On pourrait se dire, ben, si tout le monde consacre toutes ses ressources à la tâche technique, il n'y a pas à tortiller, c'est le meilleur résultat possible. C'est certainement pas le résultat le plus fiable. La meilleure fiabilité est obtenue quand on accepte de partager ses ressources entre la tâche technique et les processus synergiques, c'est-à-dire qu'on détourne une partie de ses ressources pour s'occuper de ce que fait l'autre, pour contrôler ce que fait l'autre, pour parler, pour obtenir le consensus, pour répondre à des interrogations, des choses comme ça. On a parlé, tu as parlé au début du leader. Alors en santé, on a un peu de mal avec cette notion-là. Et donc, il y a des modes de leadership, au fond, qui vont être plus ou moins performants, qui vont être parfois d'ailleurs mobiles, ça peut passer d'un mode à un autre en fonction de la situation et de son évolution. Oui, alors, les types de leadership, donc ça c'est très connu en psychologie, hein, et chez nous on parle de type de passerelle, parce que c'est le leader, en l'occurrence c'est le commandant, qui donne le ton sur la passerelle. Donc si le commandant est autocratique, on obtient une passerelle autocratique, hein, qui fonctionne de cette façon-là. Trois pôles pour les types de leadership. Un pôle autocratique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'admet pas la contradiction et qui va prendre ses décisions tout seul sans consulter ses adjoints. À l'opposé, on a le pôle laisser-faire. C'est un pôle dans lequel le leader est très effacé, peut-être trop effacé, et il ne va pas montrer que quelque part c'est lui le patron, avec un risque de dérive et un risque de ne pas pouvoir reprendre en main le contrôle de l'équipe en cas de problème. À l'écart de ce continuum entre le laisser-faire et l'autocratique, eh bien, il y a l'égocentré, dans lequel les gens sont concentrés sur leurs tâches individuelles, mais ne se soucient pas de la façon dont leur tâche s'intègre dans la tâche globale. Ils ne se soucient pas de ce que fait le collègue. On entend ça, on dit qu'il n'y a aucun modèle vraiment bien. Donc, alors, on va arriver au bon modèle derrière. Donc, parlons de la passerelle autocratique. Eh bien, la passerelle autocratique, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on crée un gradient d'autorité qui est excessif pour les circonstances. Un leader doit être autocratique quand il n'y a plus le temps pour la discussion, mais en revanche, chaque fois qu'il est autocratique sans nécessité de le faire, eh bien, il émousse son autorité et les gens ne sont pas enclins à travailler avec lui. Par ailleurs, sur le plan du travail d'équipe, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il donne l'habitude aux gens de recevoir des ordres, mais les gens hésitent à l'informer
autrement ils hésitent à lui donner de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que si les choses se passent mal, eh bien, il ne va pas le savoir ou il va le savoir de façon tardive. On n'a pas besoin de faire mais je pense qu'on va tous ceux qui nous écoutent vont reconnaître certaines situations qui ressemblent beaucoup à ça, quand même. Ah oui? Bah oui. Voilà, donc ça évidemment, c'est le gros inconvénient du leader qui est trop autocratique. À l'inverse, le leader laissé faire, donc dans lequel il y a un gradient d'autorité qui est plat, le problème se pose quand il faut décider vite. Et là, dans l'équipe, on ne sait plus très bien qui doit prendre la décision. Est-ce que c'est ce leader, mais qui ne se met pas en position de leader, ou est-ce qu'éventuellement c'est quelqu'un d'autre? Et là, évidemment, plus on est laissé faire, plus on a des difficultés à faire valoir son point de vue quand on a besoin de le faire. Finalement, la passerelle égocentrée, eh bien, c'est comme s'il y avait un mur entre les opérateurs et on peut très bien avoir des gens qui sont dans des représentations mentales et qui ont des objectifs différents. Ici, on voit que le capitaine du navire a un objectif qui est d'aller tout droit dans le chenal. Et là, le pilote, qui est quelqu'un qui monte à bord pour aider le capitaine, parce qu'il connaît bien la zone, eh bien, le pilote, lui, a dans la tête de quitter le chenal, donc de venir à droite. Et comme les deux individus ne se parlent pas, eh bien, ils ne savent pas ce que pense l'autre. Et ça, évidemment, quand on travaille de façon égocentrée, on est incapable de surveiller l'activité, parce qu'on ne sait pas ce que pense l'autre. Pour aller avoir un bon leadership, un bon leader? Eh bien, le bon leader, en fait, il se promène entre ces trois pôles. Ces pôles ne devraient être atteints que vraiment en circonstances exceptionnelles. Et sinon, le but, eh bien, c'est de se promener à l'intérieur de cette enveloppe, hein, qu'on appelle l'enveloppe synergique. Et en fait, ça se traduit par quoi? Eh bien, le bon leader adapte en permanence son comportement et sa stratégie à deux choses, à la complexité de la tâche d'une part, et surtout à la difficulté ressentie par son équipe. C'est-à-dire qu'il doit adapter sa stratégie au niveau de compétence de son équipe. Et en marine marchande, on voit très bien que dans certains ports, en fonction du pilote qui monte à bord, eh bien, le commandant va avoir une attitude qui va être plus ou moins ambitieuse quant à sa manœuvre. Alors peut-être pour nous quelques explications sur cette affaire de pilote, parce que dans nos activités en santé, on a un peu ce genre de choses. Par exemple, si je prends le bloc opératoire, alors je ne sais pas qu'il n'y a pas de chirurgien ou d'anesthésie dans les couples, mais pourquoi pas, on a quand même des gens qui travaillent parfois chacun de leur côté, le chirurgien d'un côté, l'anesthésiste de l'autre, avec l'action valorisante qui est celle du chirurgien, donc là c'est le pilote, et puis un peu moins valorisante de l'anesthésiste. Et parfois on peut avoir ce genre de choses. Je donne un exemple parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, hein. Ça peut y avoir probablement d'autres exemples dans d'autres équipes, mais c'est un peu le rapprochement que j'ai fait en ayant préparé avec toi cette topo. Alors, est-ce que ça prend ce genre de choses? Parce que nous, en santé, les médecins, on n'apprend pas trop, hein, ce genre de choses. Alors, on va le voir un petit peu plus loin, mais c'est vrai que c'est vrai que ça peut poser un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir une équipe synergique, donc on a dit tout à l'heure qu'il fallait consacrer une partie de ses ressources à autre chose que la tâche technique. Donc ça veut dire qu'en fait, on a deux tâches. On a d'abord accomplir sa part de la tâche technique, mais deuxièmement, consacrer une partie de ses ressources à surveiller, c'est-à-dire garder un œil critique sur la façon dont sa propre tâche s'inscrit dans la tâche globale. Est-ce que c'est cohérent ou est-ce qu'au contraire, on s'aperçoit qu'il y a une divergence entre ces deux tâches qui peut signaler soit qu'on a commis une erreur, soit une dérive non repérée du système. On ne s'aperçoit pas que le navire est en train de dériver et nous, on est en train d'effectuer notre tâche comme d'habitude. Et si on constate qu'il y a une divergence, qu'il y a une incohérence, ça peut signaler une dérive. Dans la signalisation, quand les gens s'enferment un petit peu dans une explosion, regarder à côté, ça prend la recul. Par exemple, oui. Oui. Alors, pour illustrer ça, eh bien, deux tâches. Une première tâche qui est de faire, une deuxième tâche qui est de surveiller.
Non, parce que je vois que Bernard est en train d'écrire, alors elle a peut-être une question. Marie-Christine. Ah, on a souvent du mal à t'entendre. D'accord, je ne suis pas assez près alors. C'est peut-être, voilà, c'est oui, c'est vrai. Quand tu interviens, il faut que tu te remettes au centre du... Plus près, oui. Alors, deux tâches, faire et surveiller. Là, on a le capitaine d'un côté et le pilote, qui est un conseiller qui monte à bord pour aider le capitaine à rentrer le navire dans le port, dans un port qu'il ne connaît pas. Eh bien, ces deux personnages vont avoir à se partager les tâches. Donc, le commandant va effectuer une partie de la tâche, qui est faire. Par exemple, il va s'intéresser à ces instruments-là, mais il ne doit pas oublier de surveiller ce que fait l'autre, c'est-à-dire surveiller ce que fait le pilote. Et inversement, le pilote, lui, effectue cette partie de la tâche, mais il va surveiller la partie dévolue au capitaine. Et ce sont ces surveillances croisées qui, quelque part, assurent la sécurité. C'est le plus courant dans la marine, ce genre de situation, parce que quand on essaie de travailler sur les facteurs humains, sur les contrôles croisés et toutes ces choses-là, quelquefois on se heurte à des gens qui se disent si je suis surveillé, est-ce que je ne vais pas être aussi jugé comme étant incompétent? Est-ce qu'on ne va pas essayer de me chercher un petit peu la faute? Comment ça s'est vécu ce genre de... C'est très bien, hein, mais comment c'est vécu dans la marine? Disons que nous sommes en transition et on va dire que les marins vieille génération, dont je suis, mais dont j'essaie de me soigner, les marins vieille formule ont tendance à dire je fais mon boulot, tu t'occupes de tes affaires, je m'occupe de mes affaires. Mais aujourd'hui, on ne doit plus travailler comme ça, parce que je m'occupe de mes affaires, c'est très bien, tant que je ne commets pas d'erreur. Et comme je ne suis pas infaillible, il y a toujours un moment où je vais commettre une erreur, et j'espère bien que je vais avoir un coéquipier qui sera là pour la détecter et me le faire savoir. Voilà l'idée. C'est de vivre comme un élément de sécurité, en fait, plus que de contrôle. Absolument, c'est juste un facteur de sécurité. Il ne faut plus culpabiliser quand on commet des erreurs. C'est normal quand on commet du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à inculquer. Dans notre culture occidentale, on a quand même la culture de cette culpabilité. Une question toute bête, de ces deux hommes, quel est celui qui peut surveiller le mieux? Alors, je regarde s'il y a des réponses. Oui. Alors? Et alors? Que dit Bernard? Bingo, celui qui en fait le moins. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que dans la marine marchande, on dit aux capitaines, on essaye de les convaincre que comme ce sont eux qui ont la responsabilité globale du navire, c'est à eux qu'incombe le maximum de surveillance. Et s'ils sont le nez dans le guidon à effectuer une tâche importante, eh bien, ils n'ont plus les ressources nécessaires pour surveiller et assurer la sécurité. Dans certains pays, ils mettent en place, genre quand on est dans l'affaire de bloc opérateur, mais ça pourrait être dans un autre type de gestes techniques, ils mettent en fait une espèce de superviseur qui regarde un peu ce qui se passe et qui aide à identifier, détecter les erreurs. C'est des choses que vous faites? Oui, ce sont des choses que l'on fait. Marie-Christine, là, t'es en avance. On va revenir dessus tout à l'heure. La réponse est oui. Alors, puisqu'on parle de tâches, eh bien, il faut déterminer à quel moment la tâche commence. Parce que chez nous, on a tendance, la routine aidant, on a tendance à débuter la tâche de plus en plus tard et débuter la tâche au moment où on entre dans l'action. J'ai un petit exemple intéressant qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je travaille comme sur la simulation et je regardais un petit peu comment étaient faits les programmes de simulation sur le parti hygiène précisément. Et donc, certains centres disaient qu'ils commençaient en fait la simulation au moment où les gens étaient en bloc, mais ils commençaient. En fait, la tâche, elle commence au moment où on s'habille. Et donc, on était vraiment à savoir où commence en fait la tâche. Tout à fait. Alors, comme disaient les Dupont, je dirais même plus, en fait, la tâche, elle commence. Là, on parle de l'idéal. Hein. On ne parle pas du quotidien qu'on connaît tous, qui est très, très imparfait. On parle de l'idéal. Idéalement, la tâche, elle commence au débriefing de la même tâche qui a été effectuée précédemment. C'est en tirant les conséquences
de la façon dont s'est déroulée la tâche précédente qu'on va arriver à s'améliorer. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on vit comme des poulpes. Hein, on vit comme des poulpes. Le poulpe, il a des grandes qualités. C'est un animal très intelligent. Il a 9 cerveaux. Ça fait rêver. Hein. Mais le problème du poulpe, c'est que il meurt, ce brave garçon, il meurt avant que ses œufs ne soient éclos. Ce qui fait qu'il ne peut pas transmettre son expérience à la génération suivante. Et chaque génération a redémarré tout le processus, à redécouvrir tout à chaque fois. Ben nous, quand on ne bénéficie pas, quand on ne tire pas profit de la tâche qu'on a déjà effectuée, eh ben on travaille comme des poules. Ça veut dire que quand on débriefe, on n'est pas obligé de débriefer que sur les choses qui se sont mal passées, mais aussi sur les choses qui se sont bien passées. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Les choses qui se sont bien passées sont d'autant plus intéressantes qu'elles se sont peut-être bien passées en dépit des procédures. Et parfois, des choses qui se passent bien en dépit des procédures, une fois, deux fois, trois fois, amènent à améliorer la procédure. Parce que la procédure, elle, doit vivre. Alors, préparation de la tâche, elle est essentielle, mais ça, on est tous des professionnels opérationnels, on le sait. La préparation, c'est justement parler du retour d'expérience, donc du débriefing des tâches précédentes, parler du retour d'expérience. Est-ce que les appareils sont bien paramétrés? Est-ce que l'outillage est au complet? Est-ce que l'équipe est au complet? Est-ce que les individus sont aptes à travailler? Chez nous, on a des séquences de travail qui sont en dents de scie. Il y a des moments où il y a peu à faire, il y a des moments où il y a beaucoup à faire. Finalement, ça correspond, si on fait un peu un rapprochement, ça pourrait ressembler à ce qu'on a mis en place dans les blocs, c'est-à-dire les checklists, qui sont des moments finalement de pause où on essaie de s'assurer que le système va démarrer en sécurité. Et on ne fait pas toujours très bien d'ailleurs. Hein. Nous, on ne fait pas toujours très bien. Donc ça, c'est vraiment crucial. Oui, De se oui, préparer à oui. l'action, en fait. Alors, moi j'ai l'habitude de dire la préparation, c'est 40% de l'efficacité de l'activité derrière, c'est 60% de la fiabilité et c'est 80% de la sérénité. Quand on a bien préparé sa tâche, ben on arrive, on a la sensation de maîtriser et on a beaucoup moins de stress. Alors, l'intérêt du briefing. D'où l'intérêt du briefing. Alors, le pré-job, ça c'est quelque chose que nous a appris l'industrie nucléaire. Parce que dans le nucléaire, c'est comme ça qu'il procède. Le pré-job, c'est un moment très important. Ça suit le briefing. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer. C'est le moment où le leader s'assure que chacun a compris la tâche et que chacun a compris son rôle. Et c'est aussi pour l'équipier le moment où il peut verbaliser ses doutes. Alors, un petit exemple. On n'a pas déjà entendu du briefing, alors déjà, mais alors du pré-job briefing. Oui, alors, il est vrai que dans le nucléaire, on prend son temps parce que les événements indésirables sont tellement indésirables que tout le monde admet qu'on doit prendre son temps. Il y a normalement, quand tout se passe bien, il y a certainement moins d'urgence, il y a beaucoup moins de pression commerciale. Un exemple pour illustrer ce qu'est le pré-job. Donc ici, on a un extrait de la 317e section de Schondorfer et la section 317 est en fuite vers le Laos. Ils sont poursuivis par le Viet Minh et voilà. Tout le monde sous le couvert, là-bas. Allez, allez, dépêchez-vous. Pas la peine d'être arrivé jusqu'ici pour se faire repérer. Toi là-bas, oui. Ouais, viens. Tu vas filer jusqu'à la forêt, là en bas. Quand le reste de la colonne va arriver, tu leur interdis de monter jusqu'ici par la crête. Vu? Tu leur dis de passer par le flanc gauche. Oui, chef. Ouais, mais tu as compris au moins. Oui, chef. Mais qu'est-ce que tu as compris?
Con camarade venir, pas mien, passez là, mien, passez là. Bon, bah, très bien, exécution. Et pas sur la crête, hein, abruti. Mon lieutenant. Voilà. Donc, le pré-job, c'est pas meilleur passer là, meilleur passer là. Ouais, c'est que voilà, que le leader s'assure que le message qui est passé a bien été compris. Donc, c'est, eh bien, si le briefing, c'est ça, eh bien, le pré-job, c'est ça. Et en fait, c'est un briefing en boucle fermée. C'est ce qu'on oublie parfois, c'est que le briefing, c'est quelque chose qui descend vers les équipiers, mais le leader ne s'assure pas toujours de la fermeture de la boucle. C'est-à-dire, est-ce que les gens ont bien compris? On dit que ça s'appelle le collationnement. Alors, c'est tout à fait, c'est le collationnement. Le collationnement, ça permet de répéter intégralement le message qui a été reçu. Tout à fait. L'équipation, on appelle, nous, on peut plutôt dire, mais dire, faire dire, redire, faire dire, c'est un peu ça. Ah oui, oui, oui. Oh oui, on peut l'appeler de façon différente. Un petit aparté sur la surveillance de la tâche. Ça, c'est intéressant parce que nous, on a beaucoup de successions d'équipes. Oui. Et finalement, il y a une tâche qui peut commencer à un moment donné, quand on a la même personne qui va la suivre de bout en bout. Oui. Oui. Alors, chez nous, on a identifié depuis longtemps que les changements d'équipe, les changements de quart, les passations de relais, ce sont des discontinuités dans l'activité et ce sont des zones accidentogènes. L'accidentologie nous montre qu'il y a un surcroît d'accidents dans ces moments-là. Donc, pour essayer d'améliorer un peu ça, sur les navires de commerce, on fait des passations orales et écrites. Malheureusement, les passations écrites sont souvent traitées un petit peu comme des formalités où on coche les cases, mais on essaye de sécuriser la passation de quart comme ça. Sinon, au niveau global, eh bien, c'est le commandant qui est le garant de la sécurité du navire tout au long de la traversée. Donc, c'est lui qui est un petit peu corvéable à merci et c'est lui qui doit garder la surveillance globale de toute l'activité. Alors, d'abord, on a les mêmes choses, on a des transmissions qui sont plus ou moins structurées. Alors, les paramédicaux, souvent, sont assez structurés. Les équipes médicales, pas forcément toujours. En tout cas, c'est rare d'avoir des transmissions globales d'équipes médicales et paramédicales ensemble. C'est assez rare. Et d'ailleurs, quand on parlera tout à l'heure de pacte, c'est des choses qui sortent tout de suite, souvent et très vite dans une équipe, de se dire on aimerait bien de temps en temps faire des transmissions collectives médecins, paramédicaux, d'une part. Et puis, la traçabilité, c'est pareil, c'est des choses qu'on a du mal aussi forcément à avoir de façon systématique, en tout cas avec les éléments clés de la sécurité ou de la continuité de l'activité. D'accord. Et donc, le commandant qui est garant de la sécurité du navire, on n'a pas trop ça. En fait, la personne qui est en charge complètement de la sécurité. Qui chapeaute le tout. Ouais. Qui regarde, qui chapeaute et qui est tout le temps, entre guillemets, sur le pont pour observer comment se déroule la tâche. Oui. Alors, dans d'autres industries, par exemple dans le ferroviaire, quand il y a des tâches qui sont dangereuses, par exemple le travail sur les voies, eh bien, il y a une personne qui est désignée pour surveiller la sécurité de bout en bout. C'est pas forcément le plus gradé, c'est pas forcément le patron, c'est quelqu'un détaché en fait, qui est détaché et qui lui travaille très peu et au contraire garde toutes ses ressources disponibles pour surveiller un train qui arriverait éventuellement. C'est le superviseur dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, oui. Alors, maintenant nous arrivons au tandem capitaine-pilote, dont tu parlais tout à l'heure, Marie-Christine. Donc, pour revenir sur le métier maritime, on a le commandant qui est le garant de la sécurité de toute l'expédition maritime, et nous avons le pilote qui est le spécialiste de la zone portuaire. Le commandant connaît bien son navire, le pilote connaît bien la zone portuaire. La responsabilité juridique incombe au capitaine. C'est lui qui a la faculté de mettre son veto et de dire stop, on n'y va pas. Sauf que dans les faits, eh bien, il est souvent poussé
par son armateur, donc il subit une pression commerciale importante pour faire quand même l'activité, même quand c'est dangereux. Autre particularité de ces deux hommes, quand ils se rencontrent pour effectuer l'activité, très souvent ils ne se connaissent pas, ils ne parlent pas la même langue, parce que vous allez en Chine, vous avez un pilote chinois, et donc il est très difficile de bâtir une confiance dans l'autre. Et ils doivent très très vite arriver à coopérer ensemble, étroitement, pour rentrer le navire dans le port en toute sécurité. Un point important, de ces deux hommes, celui qui est le plus prestigieux, c'est le pilote. C'est aussi le mieux rémunéré. Celui qui a la plus lourde charge de responsabilité, c'est le capitaine. Et je pose la question à Marie-Christine, est-ce que ça peut éventuellement te rappeler quelque chose dans le domaine si on reste médical? sur le bloc, on a effectivement l'activité prestigieuse, entre guillemets, c'est pas comme ça se dit, hein, du chirurgien, parce que finalement le malade, il connaît son chirurgien, il connaît rarement son anesthésiste. Donc, il connaît, en tout cas, c'est pas à lui qui reconnaît la réussite de l'intervention. En revanche, l'anesthésiste est quand même le garant de la sécurité du patient pendant l'intervention et qui peut aussi être amené à dire stop s'il y a vraiment un problème de l'anesthésie du patient engagé pendant l'intervention. Et donc, il y a un peu cette espèce de décalage, voilà. Et donc, parfois, c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des chirurgiens qui s'entendent bien et qui se respectent. Et puis, il y a parfois ce décalage qui fait que le patient est au milieu d'un enjeu qui n'est pas forcément la sécurité des soins. D'accord, d'accord. Alors, par ailleurs, dans notre activité, au cours, par exemple, j'ai pris un exemple d'organisation pour rentrer un paquebot avec des azipodes, hein, c'est un système de propulsion un peu particulier, rentrer un paquebot à azipodes dans un port. Eh bien, le commandant et le pilote vont se renvoyer le leadership en fonction des étapes de la manœuvre. Et le leader ne va pas être le même à chaque instant. C'est intéressant parce que quand on parle de leader et de leadership, on a souvent tendance à dire le leader, c'est le chef, le responsable hiérarchique. Mais parfois, le leader au leadership est fait par un infirmier, un paramédical, et pour autant, ça marche bien aussi. Bien sûr, a priori, l'idée, c'est de laisser faire le plus expert. Et, au moment de la question. Au moment clé. Et l'expert, par exemple, de l'approche portuaire, ici, eh bien, ça va être le pilote, parce que c'est le pilote qui connaît les hauts-fonds, qui connaît les courants. En revanche, ici, au moment de rentrer le navire dans l'écluse, eh bien, le commandant et le pilote peuvent se partager la tâche, le pilote s'occupant, par exemple, des remorqueurs. Après l'écluse, c'est le pilote qui reprend le contrôle. Et puis, finalement, pour mettre le navire à quai, c'est le commandant qui connaît mieux son navire, qui peut très bien reprendre la tâche. Donc, une activité, et le leader peut changer, le leadership peut changer d'individu, et disons que ça ne pose aucun problème hiérarchique. Ça ne devrait pas poser de problème hiérarchique. Si on parle de ces problèmes hiérarchiques, on a parlé finalement un petit peu de gradient hiérarchique quelque part dans ce que tu as dit. Il y a quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est quand des gens ont un doute, qu'ils puissent l'exprimer, parce que c'est vrai que quand on a un doute et qu'on garde pour soi, quelquefois on arrive à des problèmes. On avait discuté précédemment d'histoire d'erreur de côté au bloc où tout le monde avait un doute et personne n'a osé dire, et du coup on arrive à une erreur. Donc est-ce qu'il y a des choses qui permettent d'éduquer finalement le droit au doute et cette capacité de dire? Alors, on va arriver à justement cette intervention en cas de doute. J'ai pris un autre exemple de pilotage parce que dans certains cas, on collabore avec de nombreux autres opérateurs qui n'ont pas forcément les mêmes priorités que nous. Et en particulier, on collabore avec des administratifs, des gens qui sont à terre et qui, eux, vont, par exemple, regarder la conformité des documents. Un navire ne peut pas aller décharger sa cargaison à terre si tous les documents ne sont pas corrects, ne sont pas en règle. Simplement, il ne faut pas que ça remette en jeu la sécurité du navire. Et dans l'exemple que je vous cite, là, c'est un navire qui rentre à Southampton et il y a un moment de la traversée de la manœuvre qui est relativement facile.
Et puis, à partir d'un certain moment, c'est très compliqué parce que c'est très étroit, il y a peu de fond et il ne peut plus faire demi-tour. Il y a un point de non-retour. Et dans ce cas-là, eh bien, le pilote, d'un seul coup, reçoit une information par la VHF et on lui dit il manque un certificat pour la cargaison, vous ne pouvez pas décharger votre cargaison, donc vous retournez au mouillage, vous faites demi-tour. Et c'est juste impossible, donc ça énerve le pilote qui demande confirmation. L'instruction est confirmée. Pendant ce temps-là, le navire avance. Le pilote énervé reçoit les nouvelles coordonnées du mouillage, donc il doit revenir quelque part par ici. Et du coup, eh bien, il est déstabilisé, le commandant se demande ce qui se passe, le pilote et le commandant discutent du lieu de mouillage et ne s'aperçoivent pas que le navire va trop vite, puisqu'ils sont attirés hors de la tâche de navigation vers ce problème administratif. Et ça va évidemment se traduire par une collision avec des navires à quai ici. Alors, c'est vrai que les enjeux et ceux de nos administrateurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Oui. Je ne dirais pas au-delà. Oui, oui. Mais effectivement, dans certains cas, ça peut être un véritable enjeu de sécurité. Alors, nous parlions de l'intervention en cas de doute. Alors, intervenir en cas de doute, ça va dépendre de l'état de réceptibilité, si je peux dire, de la personne. Alors, je dirais du leader, parce que intervenir auprès d'un subordonné, si le leader a un doute, ça se passe toujours très bien, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est quand c'est le leader qui est les mains sur les manettes et donc le nez dans le guidon, eh bien, comment un subordonné fait-il pour signaler son doute? Quand le leader est sur une tâche qui n'est pas trop exigeante, il a, vous voyez cette courbe des ressources, il est en pleine possession de ses moyens et il a des ressources mentales qui sont disponibles. On les voit là. Par conséquent, pas de problème. Hein. Il va accepter l'interruption et il va écouter ce qu'on lui dit. Donc, c'est parce qu'il a des ressources disponibles. Si au contraire, il est en charge de travail très élevée, eh bien, ses ressources sont épuisées et l'opérateur n'entend pas. Vous verrez beau lui faire passer un message où il y aura des alarmes qui vont sonner, il n'entendra rien. Les situations de stress, on en connaît une situation leader. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Ouais, ça ne m'étonne pas. Alors, chez nous, eh bien, on a adopté de l'aéronautique une technique hein, qui est destinée à faire passer les messages. Quand le leader s'est enfermé dans une bulle, eh bien, comment faire pour percer cette bulle, pour percer cette carapace? Eh bien, c'est en reformulant, en s'affirmant progressivement. Progressivement, pour ne pas détruire la synergie, pour ne pas créer des conflits. Et ça, afin de s'assurer que l'information a bien été reçue et comprise. Donc, il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est renoncer. Alors ça, on n'a pas le droit de renoncer quand on est un subordonné. Le minimum syndical, c'est d'informer le leader, c'est-à-dire de lui faire passer une mauvaise nouvelle. Attention, le navire est en train de dériver vers tribord. Si ça n'est pas suffisant, on va reformuler en suggérant, commandant, on dérive vers tribord, est-ce que je peux mettre 3 degrés à gauche? Si ça n'est pas suffisant, donc là ça commence déjà, on suggère, donc on propose une solution, normalement le commandant devrait réagir. Si ça n'est pas suffisant, on passe à l'étape supérieure qui est la critique. Commandant, on est en train de dériver vers tribord, si on continue, on va s'échouer. Là, en principe, normalement, on a cassé la bulle. Si on n'a pas percé la bulle, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Y a-t-il des réponses? Oui. Ben oui, on prend un bar. Oui. Alors évidemment, ça c'est facile. Ça fait de la mutinerie, là, Marine, ça. Ça c'est facile à dire. Et c'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce que mes étudiants me disent. Ils me disent, oui, monsieur, vous êtes au tableau, vous nous dites ça, mais quand on est en mer et qu'on a un commandant qui a de la bouteille, un type qui a 20 ans de carrière derrière lui, ben, c'est quand même très compliqué de lui dire, vous avez fait une bêtise, attendez, moi je vais faire. Donc, mais en principe, c'est ça qu'on devrait faire. Cela étant dit, si on s'y prend suffisamment tôt,
les trois premiers niveaux, informer, suggérer, critiquer, devraient suffire pour briser la bulle dans laquelle le leader s'est enfermé. Le problème, c'est que quelquefois, avec des ambiances d'équipe un peu compliquées, quelquefois, j'en renonce. Oui, alors, évidemment, on a vu les types de leadership tout à l'heure. Face à un leader autocratique, les gens vont hésiter à mettre cette méthode en Après, application. on peut travailler sur ces équipes. C'est l'objectif, de travailler aussi. Tout à fait. Ouais. En travaillant avec tout le monde, y compris les Ouais. leaders autocratiques. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et je dirais même qu'il faudrait éviter que ce soit le leader qui a les mains sur les manettes, en tous les cas sur les navires, parce qu'on sait qu'on hésitera à interrompre le leader. Alors que si c'est un subordonné qui a les mains sur les manettes, le leader, à tout moment, ne va pas hésiter à reprendre les commandes en cas de problème. Donc ça, c'est bon pour la marine, mais chez nous, ça va être un peu compliqué. Chez vous, à mon avis, c'est un petit peu compliqué. Alors après, il y a le leader qui transgresse. Alors, évidemment, et ça, je ne sais pas comment ça se passe dans le médical, mais on sait très bien que ceux qui établissent les règles ne les respectent pas, et pas toujours, voilà. Et donc, il y a des cas dans lesquels le leader transgresse ses propres règles. Et le subordonné, ben, que doit faire le subordonné? Alors, ben, c'est très simple hein, quand on est au tableau et c'est affirmer les règles, rappeler les règles. Alors, quand le leader a des ressources disponibles, quand il n'est pas trop chargé, eh bien, il faut rappeler les règles, faire un rappel ferme si nécessaire. Mais je sais que c'est pas facile. Ça nécessite un peu de courage quand même, Tout à fait. Ça nécessite du courage et ça nécessite que le leader ait créé une atmosphère dans laquelle il accepte de se faire reprendre s'il y a une attitude dangereuse. Évidemment, le cas n'est pas le même si le leader est surchargé, parce qu'à ce moment-là, il peut très bien transgresser, il peut très bien oublier les règles ou les transgresser pour essayer de s'en sortir. Et à ce moment-là, eh bien, il faut faire preuve d'empathie et éventuellement proposer de ralentir le rythme. Chez nous, c'est une très bonne solution. Souvent, on est dépassé parce que le navire va trop vite pour les capacités du navigant quand on est en manœuvre et qu'on veut aller vite parce qu'il y a des enjeux commerciaux. Donc, on peut proposer de ralentir le rythme ou proposer son aide. Voilà des solutions possibles, des pistes possibles. Alors, on arrive un petit peu à la fin de notre heure, ça passe vite. Alors, en santé, on a des trucs nous aussi. Donc, par exemple, la Haute Autorité de Santé a mis en place une démarche qui s'appelle PACT, où on reprend tout ce que tu viens de nous dire. On a bien compris tout ce qu'on peut tout à fait transposer à nos équipes et à ce qui s'y passe. Donc, il y a ce programme PACT qui est le programme d'amélioration continue du travail en équipe, où justement, on essaie de travailler avec les équipes pour améliorer finalement la synergie, la communication, la coopération, la coordination, toutes ces problématiques de leadership, de leader, de droit au doute. Donc, en fait, on essaie de… Alors là, j'en parle un petit peu parce que j'ai participé depuis le début à la démarche PACT avec Rodney Alberti. Donc, c'est passer d'une équipe d'experts à une équipe experte. C'est ça le principe. Donc, j'ai repris la HAS. Bien évidemment, nous, on y met le patient, parce qu'on considère que le patient et sa famille font partie de l'équipe, parce qu'ils détiennent un savoir sur leur prise en charge. Et ils ont aussi la perception de ce qui se passe autour d'eux et des choses qui peuvent éventuellement pas être normales. Donc, tout à fait, le patient reste membre de l'équipe. Et évidemment, pour ça, il faut aussi qu'il soit un petit peu éduqué sur sa prise en charge. Alors, PACT, je vais en parler en une slide, mais ça vaut le coup de s'intéresser au sujet, puis ça va être une priorité, ça va être aussi valorisé dans les prochaines certifications d'établissement de santé. Donc, c'est une équipe, d'abord, on commence par une étape diagnostique, ça c'est important, parce qu'on a bien vu que certaines équipes étaient plus ou moins, entre guillemets, j'allais dire pathologiques, donc on a plus de mal à fonctionner. Donc, on commence par une étape diagnostique, qui est ce qu'on appelle le Co-Resource Management ou CRM, Team Training, Medical Team Training pour les Anglais. On va travailler sur les problématiques de leadership. Donc, on aura un diagnostic sur cette équipe, quelles sont ses forces, quelles sont un petit peu ses faiblesses.
on va travailler sur différentes choses. Donc le leadership, bah, on reprend ce que tu as expliqué très bien, sa capacité à se surveiller mutuellement pour améliorer la sécurité, comment le groupe va s'adapter à une situation qui va être synergique et parfois stressante, comment est-ce qu'on va faire en sorte que petit à petit les gens aient un partage de la représentation du problème, ça c'est donc très important. Comment est-ce qu'on fait de la communication efficace, de l'écoute mutuelle, de la reformulation, enfin tout ce que tu as dit et expliqué, ben, ça se retrouve dans cette démarche pacte. Et comment est-ce qu'on va donner une priorité aux résultats collectifs plutôt qu'aux résultats individuels. Alors, je vous ai mis à droite, mais certains vous les connaissez déjà, des outils comme le Teachback, qui est la reformulation des 3 dires. Comment est-ce qu'on gère les événements désirables graves, comment on les identifie, comment on les analyse, toutes les problématiques de briefing, des briefings que tu as très bien expliqué en équipe. Ce qu'on appelle le SAED, bon, certains d'entre vous le connaissent, hein, c'est comment est-ce qu'on communique de façon sécurisée quand on se transmet l'information, en donnant la situation du patient, ses antécédents, son évaluation et puis la demande que l'on en fait. Et puis bien sûr, on en a déjà parlé dans ces conférences, et je sais qu'à l'école de marine, vous en faites aussi beaucoup, la simulation en santé sur les situations cliniques stressantes ou à risque, notamment quand elles sont cinétiques. Et on a visité cet après-midi votre installation où on a des simulations de passerelles, comme nous, on a des simulations de prise en charge de patients. Il faut savoir quand même que sur certains pays, ils ont mis en place ça. Et aux USA, alors évidemment, vous me direz, ils n'ont pas tout à fait les mêmes moyens que nous en France, mais quand même, dans les hôpitaux des vétérans où ils ont mis en place ces démarches dont la HS s'est inspirée, ils ont quand même baissé la mortalité de 18% en post-opératoire, et c'est quand même des résultats qui sont notables et qui, si on se met bien dans cette démarche, on y investit suffisamment de moyens, eh bien, je pense qu'on peut avoir vraiment un résultat sur la sécurité des patients et aussi la qualité du travail en équipe, parce que c'est aussi important. Plus vous êtes bien en travaillant en équipe et plus vous avez de chances d'être synergique. Alors, en conclusion, des univers différents, on est vraiment pile poil dans les temps, des univers différents, des problématiques identiques, des méthodes transposables, on peut dire ça? En tous les cas, on peut s'en inspirer, mutuellement. On peut s'inspirer mutuellement de nos meilleures pratiques, hein, du meilleur des deux mondes. Et c'est ce qui peut améliorer globalement la sécurité. Les êtres humains sont tous pareils au fond, qui travaillent dans la marine ou qui travaillent dans la santé, ils sont pareils. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin après cette conférence, il y a 2 choses. Il y a l'école de marine marchande de marine qui vous fait des formations très spécifiques. Alors c'est pas spécifique santé, hein, sur les facteurs humains, tu peux en faire 2 mots? Oui, alors là, on a un diplôme universitaire de gestion des situations opérationnelles à risque. Donc pour tous les professionnels qui sont dans l'opérationnel, donc qui sont les mains dans le cambouis. Et c'est un DU qui a la particularité d'offrir les trois compétences complémentaires qui sont l'analyse des risques, la gestion des facteurs humains et organisationnels et la gestion de crise. Alors, il existe aussi des choses en santé. Par exemple, à Angers, nous avons un DU depuis une dizaine d'années qui s'intéresse beaucoup à la gestion des risques en soins et notamment aux facteurs humains. Et puis, dans les cas de la prévention, on accompagne aussi les démarches PACT. Donc, vous avez vraiment l'embarras du choix aujourd'hui pour vous former à toutes ces problématiques d'équipe. Et j'espère que vous n'hésiterez pas à convaincre vos collaborateurs à le faire parce que c'est vraiment d'un rapport très important sur la sécurité. Donc voilà, on a bouclé notre heure. On pourrait peut-être dire, effectivement, Bernard nous a dit tout à l'heure que la transgression peut parfois être salutaire. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ok, donc voilà, donc si vous avez envie de revoir ou de conseiller cette vidéo à d'autres, eh bien sachez qu'elle sera disponible en replay d'ici quelques jours. Donc n'hésitez pas à le regarder et puis voilà, de la conseiller et puis de travailler sur les facteurs humains. Vous avez mes coordonnées là sur cette slide. Vous avez mes coordonnées, téléphone et adresse mail. Donc, si vous souhaitez qu'on continue à parler de ces sujets-là, ce sera avec plaisir. Et donc, vous avez une petite possibilité de noter aussi, de faire vos commentaires sur la conférence. Donc, n'hésitez pas à les faire. Ça nous aide, nous, à améliorer, en fait, nos prestations et nos conférences. Et si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas aussi à nous les donner. Merci à tous. Et puis, on vous dit à la prochaine fois. À la rentrée, nous faisons une conférence sur la communication non violente. Là aussi, ça peut aider dans l'empathie, à comprendre et à prendre en compte les problématiques entre professionnels et avec les patients.
Bonne soirée à tous et à bientôt. Passez un bon été.